Le palais présidentiel a abrité ce vendredi un conseil extraordinaire des ministres placé sous la houlette du chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil s'est penché sur le budget 2015 qui s'élève à plus de 5 014 milliards de francs CFA. La journée nationale du cacao et du chocolat a refermé ses portes aujourd'hui. Pendant 3 jours, les acteurs du cacao ont démontré l'importance de cette culture qui offre également de nombreuses opportunités. Un an après le lancement de la réforme sur l'arrêté de concession définitive, quel bilan et perspective? La question était au centre d'un atelier. La rencontre avait pour but d'évaluer la mise en œuvre de la réforme qui concerne le foncier urbain. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23h. Tout d'abord, je vous fais lecture de ce communiqué émanant de la présidence de la République et du Conseil national de sécurité. Projet de communiqué du Conseil national de sécurité du 2 octobre 2014 consacré à la réouverture des frontières aériennes avec les pays affectés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le jeudi 2 octobre 2014, de 18 à 19 heures, s'est tenue à la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Au cours de cette réunion, son Excellence Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour que les frontières aériennes avec les pays affectés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola soient réouvertes, comme il l'avait annoncé le 26 septembre 2014 lors de son discours à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En exécution de ces instructions et dans un esprit de solidarité sous-régionale, les mesures de restriction sont levées. Les vols entre la Côte d'Ivoire et les pays affectés sont désormais autorisés. Dans le but d'accompagner efficacement cette levée de restrictions, le Conseil a décidé du renforcement des mesures sanitaires déjà en vigueur dans les aéroports internationaux du pays, de la mise en place de mesures techniques au niveau du transport aérien en relation avec les pays concernés. Faite à Abidjan le 2 octobre 2014. Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel, un conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il a été question de la commission électorale indépendante et du budget 2015. Le bureau de la CEI compte désormais 9 membres au lieu de 6 et pour la première fois, le budget passe la barre de 5 000 milliards de francs CFA. Viviane Naïm. Au menu de ce Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le sujet à nouveau de la composition du bureau de la CEI, la commission électorale indépendante. Le Conseil des ministres a décidé de porter à 9 les membres du bureau de la commission qui précédemment étaient au nombre de 6. Au regard du contexte politique dans lequel nous sommes actuellement, et tout cela dans un souci de consolidation de la paix et de renforcement de la démocratie, le chef de l'État a décidé de faire un effort supplémentaire pour intégrer donc l'opposition à cette CEI. Ainsi, les modifications faites portent premièrement sur la désignation de 2 secrétaires adjoints supplémentaires et sur la création d'un poste de 4e vice-président. Le bureau de la CEI passerait donc de 6 membres à 9 membres. 6 membres, c'était le président, 3 vice-présidents, le secrétaire et le secrétaire adjoint. Et donc on passerait à 9 membres, composés comme suit, donc le président, 4 vice-présidents, le secrétaire et 3 secrétaires adjoints. Ce nouvel aménagement porte ainsi à 20 le nombre des commissaires de la CEI. Le projet de loi va être soumis au vote des députés. Le Conseil des ministres vient de décider du montant du budget 2015. C'est un montant jamais atteint auparavant. 5 014,3 milliards de francs, soit une progression de 72% depuis 2010. Ce budget est constitué à 80,3% de ressources intérieures. C'est la première fois que nous atteignons la barre historique et symbolique de 5 000 milliards de francs CFA. Ce budget est en hausse de 72% par rapport à celui de l'année 2010. Les principaux chiffres que je peux donner à ce niveau
pour vous permettre de mieux apprécier le projet de budget, sont les suivants. Les ressources, comme je l'ai indiqué, sont à 5 014,3 milliards de francs CFA et se décomposent en 80,3% de ressources intérieures et 19,7% de ressources extérieures. En ce qui concerne les ressources intérieures, elles sont constituées de recettes fiscales à hauteur de 2 754,9 milliards de francs CFA et sont en hausse d'environ 10% par rapport à 2014. Bien entendu, nous avons les émissions sur le marché qui se chiffrent à 1046,1 milliards de francs CFA et les ressources extérieures qui s'élèvent à 988,5 milliards de francs CFA. Ces 5 014,3 milliards de francs vont permettre au gouvernement d'améliorer toujours plus les conditions de vie des populations ivoiriennes. Et c'est toujours dans ce souci que le Conseil des ministres a décidé d'apporter une solution définitive aux inondations régulières du carrefour de l'Indénié grâce à l'ouverture d'un chenal dans cette zone et la construction d'un pont allant de la Pisam à la cathédrale pour permettre le passage des véhicules. Pendant 3 jours, les acteurs du cacao et du chocolat se sont activés à démontrer l'importance du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire. C'était à la faveur de la Journée nationale du cacao et du chocolat qui ont pris fin aujourd'hui. Toutes les opportunités de ce produit ont été présentées, mais sa consommation reste un défi à relever et c'est ce que nous dit Noé Nyanyou. Le cacao, l'arbre, le cacaoyer, le fruit, la cabosse, les fèves, l'or brun. Voici plus d'un demi-siècle, la Côte d'Ivoire en fait un produit économique, un produit social aussi. Aujourd'hui, il passe au stade de produit culturel. C'est la référence de la première édition des Journées du cacao et du chocolat. Le gouvernement a décidé de se donner les moyens de l'exploitation de cette nouvelle donne. Pour l'heure, hommage a été rendu à Feu Aboulaye Fadiga, pionnier dans la gestion de la filière café-cacao, surtout pour la qualité du travail abattu sur son leadership. Son prix est allé au meilleur gestionnaire des coopératives, Mme Fanny de Meyagui. Le prix Alassane Ouattara du meilleur producteur national à Bleuiaka. Le prix de la meilleure coopérative, toujours prix Alassane Ouattara à l'Union des coopératives de la région du Go. C'est fini pour la première édition. Les organisateurs ont été félicités pour la qualité du travail. D'ici à la prochaine édition, Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, se fixe 3 objectifs. Renforcer la solidarité entre les pays producteurs, faire la promotion de la consommation ici et partout ailleurs dans le monde. Enfin, travailler à améliorer le taux de transformation, aujourd'hui de l'ordre de 35% à 50% à l'horizon 2020. Un atelier pour aider à fixer le cadre réglementaire sur la question de l'utilisation des OMG, les organismes génétiquement modifiés, mais plus généralement des produits issus des biotechnologies modernes. La Côte d'Ivoire se prépare face à l'expansion croissante des cultures transgéniques dans l'espace ouest-africain. Christelle Menan, Félix Amani. OGM, organismes génétiquement modifiés. Le débat entre partisans et défenseurs de la nature continue de faire rage dans le monde. Nonobstant, la pratique est en cours dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso et au Mali. Plusieurs produits issus de ces biotechnologies modernes circulent déjà sur le marché sous-régional. Nous, en tant que pays africains, cela constitue une opportunité, justement parce que nous sommes des pays essentiellement agricoles. Mais il faut également aussi que nous puissions utiliser cette opportunité en toute sécurité. Oui à l'utilisation de la science pour augmenter la productivité et la compétitivité agricole, mais seulement dans un cadre réglementaire strict qui protège les populations. La Côte d'Ivoire accuse un vide juridique en la matière et c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest non signataire du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Il est temps que nous puissions donc combler ce vide juridique pour permettre aux professionnels du secteur d'agir en toute sécurité et en toute légalité. Tout reste à faire et les initiatives se multiplient donc pour combler le retard. Plusieurs arrêtés sont en cours d'élaboration. Invité à un atelier de validation de ces projets de texte, la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, une association pour la protection environnementale. Notre position, c'est bien ça. C'est la prévention. Faire en sorte que l'utilisation de ces OGM ne puisse pas anéantir l'humanité et l'environnement en général. Si on voit que les OGM causent problème, on ne va pas hésiter un instant à pouvoir apporter notre poids pour qu'au moins l'utilisation des OGM puisse au moins éradiquer.
Pour ou contre l'utilisation des OGM en Côte d'Ivoire, la question ne semble plus ou ne pas se poser. Comme les autres pays d'Afrique, elle a aussi à faire face aux défis qu'impose la croissance exponentielle de la population. Comment assurer l'autosuffisance alimentaire des populations et rester compétitive sur les marchés agricoles internationaux? Comment la Côte d'Ivoire négociera-t-elle ce tournant technologique dans le domaine agricole? Des questions qui attendent encore des réponses. Comment financer les entreprises ivoiriennes et les rendre plus compétitives sur le marché mondial? Les entreprises et banquiers tentent de trouver une réponse à cette question. Ils se sont réunis récemment autour du thème « Compétitivité des entreprises et émergence 2020 ». Force et faiblesse du dispositif. C'est une initiative du réseau des points focaux du comité de concertation État-secteur privé. Guy-Roger Nguessan, Jean-Jacques Kwame. D'un côté, des entrepreneurs en quête de financement et de l'autre, des établissements bancaires et des crédits. Au menu de leur rencontre, un sujet d'intérêt commun, le financement des entreprises. Deux panels pour amener ces acteurs de l'économie ivoirienne à poser les jalons d'un partenariat gagnant-gagnant, à savoir la grille de lecture du banquier pour accorder un crédit et les éléments clés pour convaincre son banquier. Car si pour les promoteurs de PME, les banques sont difficiles et ne prêtent qu'aux grosses entreprises, les banques en revanche posent le problème de confiance et de garantie. Ce que nous attendons de la banque, c'est que la banque nous fasse un peu confiance parce qu'ils essaient de créer des gens, employer des gens ou bien former des gens pour aller vers les petites entreprises, ceux qui veulent financer pour essayer de les encadrer un peu. Peut-être ça sera un peu trop pour eux, mais quand même qu'ils fassent un peu parce que nous qui sommes petits, nous sommes aussi nombreux. Au lieu de toujours courir vers les grands. Nous avons besoin d'avoir confiance aux PME pour savoir que l'emprunt qu'elles contractent auprès de notre établissement, cet emprunt va être remboursé. Pour Bernard Ndoumi, initiateur de ces échanges, le développement économique de la Côte d'Ivoire passe par les PME. Ce secteur représente environ 98% du tissu économique et 20% de la richesse nationale. Il faut donc promouvoir les jeunes entrepreneurs. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est quand elle aura de nombreuses entreprises et de nombreux chefs d'entreprise. Au sortir de cette rencontre, il a été recommandé aux entrepreneurs et banquiers d'approfondir leur coopération. Elle a défini ses actions en faveur de la famille. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, était hier au rendez-vous du gouvernement. Une rencontre initiée par le Centre d'information et de communication intergouvernementale. Son exposé avait pour thème « Quelle famille pour garantir la cohésion sociale et la solidarité entre les populations pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Gabriel Zani. Pour Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Solidarité, tous les maux de la société proviennent en partie de la fragilité de la famille. Fragilité causée par la faiblesse des revenus, le divorce, le chômage. Pour résoudre ces questions, le gouvernement, via son département, a entrepris des mesures fortes pour soulager les populations. Elle s'est exprimée ce jeudi 2 octobre devant la presse à la tribune des rendez-vous du gouvernement. L'État fait sa part dans la mesure où aujourd'hui, vous voyez les mesures donc, qui sont prises par le gouvernement pour améliorer le cadre de vie des populations avec le programme de logements sociaux. C'est une activité à l'endroit des familles. L'amélioration des infrastructures scolaires, le recrutement des enseignants. Ajouter à ces actions la création de la Commission nationale de la famille, la prise de dispositions en faveur des fonctionnaires victimes des usuriers, le financement des activités génératrices de revenus pour des femmes à hauteur de 750 millions de francs CFA, la mise en place de la ligne 116, numéro vert pour les enfants en détresse. Ces efforts du gouvernement visent à donner à la famille son équilibre. Selon la ministre, le gouvernement a fait de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale ses axes prioritaires. En 2015, environ 9 milliards de francs CFA seront alloués aux activités du ministère de la Solidarité, soit une hausse de 20% par rapport au budget de 2014, estimé à 7 milliards de francs CFA. Un an après la réforme sur l'arrêté de concession définitive, réforme lancée officiellement par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, quel bilan et perspective? Le sujet a constitué le menu d'un atelier à Grand-Bassam. Ce conclave visait à évaluer la mise en œuvre de la réforme qui concerne le foncier urbain. Godefroy Okambawa, Fatou Fofana.
L'arrêté de concession définitive ACD est cette ordonnance qui fixe les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains en Côte d'Ivoire. Acte par lequel l'État procède au transfert de la propriété des terrains urbains aux personnes privées. Un an après sa mise en application, où en est la réforme? La rencontre de Grand Bassam vise à répondre à cette question et aussi amener les acteurs qui interviennent dans la chaîne du foncier urbain à harmoniser les points de vue et mener efficacement la procédure dans le traitement de l'ACD. Avant la prise de l'ACD, un Ivoirien devait faire 3 allées et venues pour solliciter dans un premier temps la lettre d'attribution, un arrêté de concession provisoire ensuite, le certificat de propriété foncière. Donc il fallait 3 étapes pour avoir un acte de pleine propriété en Côte d'Ivoire. Avec cette réforme, c'est désormais un seul acte qu'on appelle l'ACD. Vous avez noté dans les statistiques qu'il y a eu un peu plus de 3000 actes qui ont été signés par le ministre, rien qu'à Abidjan, alors qu'avant, on n'avait pas, en tout cas, ces performances-là. Nous souhaitons améliorer tout cela. Au terme de cet atelier, selon les autorités en charge de l'urbanisme, il convient de retenir que l'arrêté de concession définitive est l'unique document à produire désormais en Côte d'Ivoire comme titre de propriété d'une parcelle de terrain. Et pour mettre fin aux polémiques concernant le mode de délivrance, pour les terrains situés dans le district autonome d'Abidjan, l'ACD est délivrée uniquement par le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme, tandis que les préfets, eux, sont chargés de cette délivrance dans les zones situées hors d'Abidjan. Nous restons avec le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme qui sensibilise les populations à la création de syndicats de copropriété. Ces syndicats devraient contribuer à sécuriser les quartiers ou cités, préserver les espaces verts et maintenir la salubrité. L'opération pilote de relance de la copropriété et du ravalement des façades a eu lieu hier à Yopougon. Ami Sissoko et Serge Koleya y étaient. Des résidences ou cités délabrées, des façades défraîchies, des couloirs insalubres. Dans certains quartiers à Abidjan, les espaces verts n'existent plus. Les systèmes d'éclairage et d'assainissement des habitations sont défaillants, sans oublier les modifications anarchiques observées sur certains bâtiments. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a décidé de mettre un terme à cette situation. 130 jeunes appelés syndics viennent d'être mandatés. Ils ont pour mission de sensibiliser à la mise en place des syndicats de copropriétaires. Objectif, amener les copropriétaires à améliorer leur cadre de vie, notamment en redonnant des couleurs aux façades des maisons dans le district d'Abidjan. Ils ont été formés conformément aux textes en vigueur. Ils vont être déployés dans vos quartiers pour venir expliquer comment se mettre ensemble. Comment oublier les anciennes habitudes? C'est le lieu d'exhorter tous nos concitoyens à leur réserver un bon accueil. Il s'agit d'une action noble. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. La phase pilote de l'opération a démarré dans la commune de Yopougon, précisément dans le quartier Saguiliba, au bloc célibataire. La copropriété permettra la résolution durable de nos problèmes que sont la gestion des eaux usées et ordures ménagères, l'assainissement de notre cadre de vie. La mise en place des syndicats en vue de l'embellissement et de l'assainissement des quartiers s'étendra à toute la Côte d'Ivoire. Le top départ a été donné par le ministre Mamadou Sanogo. La peste porcine a causé la mort de plus de 2658 porcs à San Pedro. L'épidémie était présente en juin dernier dans la région. Et pour la freiner, les services du ministère des Ressources animales et halieutiques ont abattu près de 2000 porcs dans un rayon de 10 km. Éric Goré, Serge Koleya. C'est en 1996 que la Côte d'Ivoire a enregistré la présence de la peste porcine sur son territoire. À cette époque, plus de 100 000 porcs ont été abattus pour freiner l'épidémie. Une grosse perte économique pour la filière. Récemment, en juin, la maladie des porcs et sangliers a ressurgi dans la localité de San Pedro, région du Bas-Sandra. Les autorités locales, appuyées par le ministère des Ressources animales et halieutiques, ont procédé à l'abattage systématique des porcs sur un rayon de 10 km. Du côté de la commune de San Pedro, nous avons fait le tour, nous avons fait un ratissage. Nous sommes allés du côté de Moussadougou avec
l'appui et le soutien du chef de Moussadougou, nous avons sensibilisé les éleveurs et là-bas aussi, nous avons procédé à un abattage sanitaire des porcs de la zone. Lorsque cette peste se déclare, le cheptel est atteint à 100%. Ce sont des animaux apparemment sains, mais ils sont déjà atteints. Donc on ne peut pas dire que mon animal se porte bien pour qu'on l'a abattu. Il est déjà atteint. Le secrétaire général de la préfecture de San Pedro, Kwasi Ndri-Justin, a souligné que cette opération d'abattage n'a pas pour objectif de réduire à néant les efforts des éleveurs. Il s'agit tout simplement de protéger la filière porcine à San Pedro de cette épidémie. En politique, la jeunesse PDCI-RDA du district du Zanzan soutient l'appel du président Henri Konan Bédié à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015. Un appel lancé le 17 septembre dernier à Daoukro. Elle l'a fait savoir récemment à travers une déclaration lue par son porte-parole. L'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, lancé le 17 septembre dernier à Daoukro par le président Henri Konan Bédié, vient d'avoir un écho favorable, cette fois auprès de la jeunesse PDCI du Zanzan. Par la voix de son porte-parole, elle a exprimé ce mercredi son soutien à l'appel de Daoukro. Les jeunes du PDCI RDA du district du Zanzan voient en l'appel de Daoukro lancé par le président de leur parti, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, une opportunité pour les héritiers de continuer l'œuvre gigantesque du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Le président Henri Konan Bédié, un visionnaire, grand homme d'État, leader charismatique, n'a fait que traduire les aspirations des populations en privilégiant l'intérêt national pour un bonheur partagé. Pour garantir le suivi et le respect de l'appel lancé par le président du PDCI-RDA, la jeunesse PDCI du Zanzan prend des engagements. Les jeunes du PDCI du district du Zanzan s'engagent à expliquer le bien fondé de cet appel à tous les jeunes du Zanzan et dans toutes les contrées de la région afin d'assurer la réélection du président Alassane Ouattara. Présent à la rencontre, le ministre des Ressources animales et halieutiques, également porte-parole du PDCI dans le Zanzan, exhorte les jeunes du parti à l'union. Les enfants divisés hier, aujourd'hui se retrouvent pour parler le même langage. La vraie voie, c'est celle que dessine Henri Konan Bédié, qui a travaillé aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. La jeunesse PDCI du Zanzan dit être déterminée à cultiver la paix dans l'intérêt du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cérémonie d'hommage hier à la maison du parti, siège du PDCI-RDA. Le parti a honoré pour la dernière fois Joachim Boni, ancien membre du conseil politique du PDCI-RDA et ex-conseiller du président Henri Konan Bédié. Des moments chargés d'émotions que je vous invite à vivre dans ce reportage. Un dernier détour par la maison du parti, siège du PDCI-RDA avant l'ultime voyage. Le parti a pleuré ce jeudi un de ses illustres militants. La dépouille du professeur Joachim Boni, décédé le 12 août dernier, a reçu un dernier hommage de la part de sa famille politique en présence des membres de sa famille biologique. Pour les militants du PDCI, c'est un grand bâtisseur et un humaniste qui s'en est allié. C'est l'architecte vraiment de l'école ivoirienne depuis l'indépendance. Tout ce que vous avez comme université, INSAC, c'est son œuvre aux côtés du président Houphouët-Boigny. Il y a 3 mois, il m'a reçu dans sa chambre. J'étais au port de son lit, il a discuté avec moi, il m'a beaucoup parlé du PDCI-RDA et du combat dans lequel j'étais. Et je pense que c'était un testament qu'il me laissait. C'est une cérémonie d'hommage qui démontre que de son vivant, le défunt ayant été militant du PDCI, il a pratiqué son militantisme avec fidélité et loyauté jusqu'à son dernier souffle. Né en 1927, feu le professeur Joachim Boni a été membre du conseil politique et membre du comité des sages du PDCI-RDA avant d'occuper la fonction de conseiller du président Henri Konan Bédié. Il a été en 1959 le premier ministre de l'Éducation nationale au sein du gouvernement de feu le président Félix Houphouët-Boigny, alors premier ministre.
parlementaire en 1950 et secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Après le siège du PDCI-RDA, le cortège funèbre a pris la direction de Jacquesville, sa ville d'origine, où il doit être inhumé. Depuis 1965, la Côte d'Ivoire et la Tunisie entretiennent de bonnes relations. Par exemple, il n'existe pas de visa entre les deux États pour ceux qui ont envie de voyager. En 49 ans de coopération, la Côte d'Ivoire et la Tunisie ont signé 32 accords dans les domaines de la santé, de l'enseignement supérieur, de la culture et de la politique. Récemment, en mission en Tunisie, notre reporter Francis Boifo s'est intéressé à la vie des jeunes en quête d'emploi et des jeunes footballeurs à la recherche des clubs. Ils sont plus de 3000 les Ivoiriens vivant en Tunisie. Parmi eux, des étudiants et footballeurs souvent victimes d'escroqueries. Comme dans tous les pays, il y a toujours des personnes de mauvaises intentions. Donc, chers camarades, chers frères, chers amis, faites beaucoup attention. Ayez des soucis avant de vous déplacer vers la destination tunisienne. D'autres sont confrontés à des problèmes de séjour, bien qu'il n'existe pas de visa entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Au-delà de 3 mois, on est soumis à un titre de séjour. Et quand vous n'avez pas la carte de séjour, vous vivez dans des conditions difficiles. Donc, ça aboutit à des rapatriements, à des arrestations par des autorités de la police tunisienne. Et en dehors de ces questions, il faut aussi parler de la question de la traite des jeunes filles. Face à ces difficultés, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie appelle au respect des tests et à la vigilance des populations pour favoriser et développer davantage les relations diplomatiques entre les deux pays. Il faudrait qu'il y ait un certain contrôle au niveau de ceux qui viennent. Même les étudiants qui viennent ici pour chercher et acquérir la connaissance. À l'endroit de nos compatriotes, je leur lance un appel, c'est de s'adresser à l'ambassade. Nous sommes là à leur disposition. La Côte d'Ivoire et la Tunisie, c'est bientôt 50 ans de coopération culturelle, économique et diplomatique. La Côte d'Ivoire importe pour environ 15 milliards de francs CFA de produits originaires de la Tunisie, tandis que la Tunisie en importe plus de 2 milliards. Mais cela s'explique par la stratégie guidée par l'éco-diplomatie qui nous amène à capter les investissements tunisiens vers la Côte d'Ivoire. Dans le prolongement des relations économiques entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, des missions d'hommes d'affaires sont prévues à Abidjan en 2015. Hors de nos frontières, cette information, 9 casques bleus nigériens ont été tués aujourd'hui près de Gao, dans le nord du Mali. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis le déploiement de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali. Et en bref et en images, la mobilisation pour faire face à l'épidémie d'Ebola se poursuit. La maladie a tué à ce jour 3300 personnes selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cuba envoie 165 médecins, infirmières et épidémiologistes et spécialistes des soins intensifs en Afrique de l'Ouest, notamment en Sierra Leone, pour faire face au virus mortel. La Sierra Leone connaît une pénurie de matériel de santé, de moyens financiers, ainsi que l'absence de formation spéciale Ebola pour les médecins. Cuba compte déployer 400 experts en santé dans ce pays, en Guinée et au Libéria, les 3 pays les plus touchés par le virus. L'action est saluée par l'OMS. Je vous fais à présent une autre lecture de ce communiqué de la présidence de la République et du Conseil national de sécurité. Projet de communiqué du Conseil national de sécurité du 2 octobre 2014 consacré à la réouverture des frontières aériennes avec les pays affectés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le jeudi 2 octobre 2014, de 18h à 19h, s'est tenue à la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Au cours de cette réunion, son Excellence Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour que les frontières aériennes avec les pays affectés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola soient réouvertes, comme il l'avait annoncé le 26 septembre 2014 lors de son discours à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En exécution de ces instructions et dans un esprit de solidarité sous-régionale, les mesures de restriction sont levées. Les vols entre la Côte d'Ivoire et les pays affectés sont désormais autorisés. Dans le but d'accompagner efficacement cette levée de restrictions, le Conseil a décidé
du renforcement des mesures sanitaires déjà en vigueur dans les aéroports internationaux du pays, de la mise en place de mesures techniques au niveau du transport aérien en relation avec les pays concernés. Faite à Abidjan le 2 octobre 2014. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur nos antennes.